France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Du protectorat à l'Indochine française, le Cambodge colonisé. C'est en 1863, sous Napoléon III, que le Cambodge subit le regard avide de la France, sous couvert de tutelle et de protection. Une discussion s'engage entre l'empereur des Français et le roi du Cambodge, qui aboutit à la signature d'un protectorat qui, lui-même, conduit à la colonisation. Mais là, c'est sous la République, des élites à la musique, des villes aux campagnes. Comment la vie des Cambodgiennes et des Cambodgiens est-elle affectée par la colonisation ? Nous sommes actuellement au Palais de l'Élysée, exactement dans le bureau même du président de la République, où va être signé dans quelques instants le traité franco-cambodgien. C'est avec la plus sincère émotion que nous avons enregistré les promesses qui nous ont été faites au sujet de la restauration de l'intégrité territoriale du royaume khmer, injustement mutilé. Guerre extérieure se greffant sur des guerres civiles, complot ou révolution de palais. C'est la trame de cette histoire. Et voici que 2 Cambodgiens, armés de bâtons, se mirent à frapper l'eau devant nous. Aussitôt, des centaines de poissons se mirent à bondir hors de l'eau en une sarabande extraordinaire. Et maintenant, c'est fini. Dans quelque temps, les antennes de Radio France Asie que vous aviez l'habitude d'écouter cesseront de vibrer. L'évocation du Cambodge ici pour débuter cette émission qui va nous permettre de saisir ce qu'a été l'histoire de ce Cambodge dominé, colonisé par la France. Marie Aberdam, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. Avec vous aujourd'hui, Francine Lajournade-Bosque, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous réalisez une thèse sur la colonisation sonore. Ça veut dire quoi, colonisation sonore ? Alors, on va en parler justement. La colonisation sonore, c'est remettre le son, comme vous avez essayé de le faire il y a 15 jours dans le cours de l'histoire, dans une histoire qui est souvent très silencieuse, et de voir comment la musique a pu aussi participer à cette entreprise coloniale. Représentation, circulation, usage de la musique dans les relations de la France avec le Cambodge sous le protectorat 1863-1954, sous la direction de Pierre Singaravelou et de Cécile Reynaud. Voilà, qu'on salue. C'est à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Quand on parle du protectorat, on commence quand, en fait, dans cette histoire-là ? Je vois souvent la date de 1863 apparaître, Marie Aberdam. Oui, tout à fait. C'est la date de la signature du traité de protectorat 1863. Alors, on pourrait remonter 10 années en amont, en 1853, lorsque le roi Andong, le père du roi Norodom, qui va signer le traité, fait les premiers pas vers la diplomatie française en Asie du Sud-Est. Alors, le projet d'Andong, c'est de trouver un intermédiaire avec qui dialoguer pour sortir, entre guillemets, le Cambodge de la double suggestion dans lequel le royaume se trouve depuis des décennies vis-à-vis de ses 2 grands voisins, le Siam et le Vietnam. Évidemment, le projet final que va mettre en place la France en Asie du Sud-Est ne correspondait pas tout à fait aux ambitions du roi Andong, mais donc une dizaine d'années, entre 1853 et 1863, vont permettre en fait à la France de construire les prémices de sa présence coloniale en Asie du Sud-Est. À partir de 1862, vous avez le premier traité, le traité de Saigon, puis 1863, et puis ensuite vous avez classiquement jusqu'en 1893 la construction de l'Indochine française qui se met en route. On voit bien l'intérêt, vous nous le dites clairement, pour le roi du Cambodge d'avoir une alliance avec la France parce qu'il a des voisins un petit peu envahissants, la Thaïlande d'un côté, le Vietnam de l'autre. Très bien. L'intérêt de la France ici ? L'intérêt de la France, c'est d'une part de construire un port d'attache entre l'Europe et la Chine, qui est le grand marché qui intéresse particulièrement la France coloniale. L'intérêt de la France, c'est également de construire des alliances avec les royautés qui contrôlent en particulier le cours du Mékong, le fleuve que la France espère navigable
pour pouvoir entrer sur le marché chinois non seulement par la façade maritime, mais aussi via les fleuves du sud vers le nord. Alors, malheureusement pour la France, le Mékong n'est pas un fleuve navigable tout au long de son cours, mais en 1863, au moment où se signe le traité de protectorat, on ne le sait pas encore. Voilà, c'est ça. C'est que ici, c'est toute une aventure qui s'écrit en se méfiant systématiquement de la suite de ce qui va se passer, parce que historiens, puis tous ceux qui s'intéressent à l'histoire le savent. Mais en 1863, au moment où est signé le protectorat, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Aujourd'hui, avec nous dans le cours de l'histoire également, Mathieu Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Avec cette réflexion sur cette histoire du Cambodge colonisé, on parle souvent d'histoire diplomatique, on l'entend bien ici, signature de protectorat, on parle souvent de ville, on parle souvent d'élite. D'ailleurs, moi je voudrais savoir de quoi on parle quand on parle du Cambodge au moment du protectorat, en 1863. On entendait la rivalité avec les voisins thaïlandais et vietnamiens. C'est quoi le Cambodge ? Alors le Cambodge, effectivement, c'est un pays qui est sous tutelle. Il doit verser le tribut à la fois à la cour de Bangkok et à la cour de Hue. C'est un pays essentiellement rural. Phnom Penh, qui est la plus grande ville, qui est une ville commerçante, n'est pas la capitale. La capitale est à Udong, quelques dizaines de kilomètres au nord de Phnom Penh, et c'est un gros bourg. Et donc on a pour couvrir l'ensemble du pays, un maillage de provinces dirigées par des gouverneurs qui sont nommés par le roi. Mais ce qu'on voit apparaître dans les archives, parce qu'on a la chance avec le Cambodge d'avoir un pays donc sous protectorat, donc qui a déjà une administration. Cette administration a produit des archives qui ont été en partie préservées. Et donc, on a une idée de comment fonctionnait l'administration du royaume khmer avant donc la prise de contrôle des Français. Et ce qu'on voit, c'est un contrôle en fait assez lâche du pouvoir central de l'ensemble du territoire. Avec ici un contrôle assez lâche, mais qui existe cependant. On parle d'un royaume, on a un roi, le roi du Cambodge. Il y a toute une infrastructure qui existe déjà et qui permet de comprendre comment la France ici s'inscrit dans un territoire qui est déjà bien administré. C'est ça qu'il faut souligner peut-être, Marie Habermann. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que les Français vont mettre plusieurs dizaines d'années à installer véritablement une administration coloniale au sens fort du terme au Cambodge, et que jusqu'aux années 1880, la présence française reste assez limitée et que les institutions royales cambodgiennes fonctionnent. Depuis 1848, depuis la fin des guerres civiles et des occupations étrangères, l'administration cambodgienne a repris du poil de la bête, si on peut dire, et elle s'inspire notamment des grandes réformes administratives qui ont été celles des royautés, des sultanats voisins, pour reconstruire la souveraineté du roi Norodom en particulier sur ce territoire où donc des agents du roi, des dignitaires essayent de faire régner la justice du roi. Les grands projets du roi Norodom, c'est notamment de reconstruire toute une infrastructure économique pour valoriser les richesses du pays, et c'est pourquoi le roi Norodom va décider de déplacer la capitale depuis Udong vers Phnom Penh en 1865 pour être plus proche de l'axe fluvial Mékong qui va lui permettre de faire le lien avec Saigon en particulier. Avec ici cette figure du roi qui est très importante dans cette histoire-là, et avec, pour évoquer la figure du roi, la musique qui peut accompagner son existence, musicien de la cour de Norodom, ici ce que nous entendons, avec cette musique et cette figure royale. Francine Lajournade-Bosc, c'est quoi ce roi ? Qu'est-ce qu'il représente, ce roi du Cambodge ? La question est très vaste. Je vous rappelle que nous avons 1 heure, donc c'est compliqué. Moi, je peux vous dire ce qu'il peut représenter, par exemple, dans l'esprit des Français à la même époque. On a un exemple, une petite anecdote que je peux vous raconter, par exemple, on est en 1875 à ce moment-là, et il y a une statue du roi Norodom qui va être Norodom Ier, donc on parle bien de Norodom Ier, et qui va être... Il y a un regard méprisant d'un côté.
Alors, l'alliance va devenir nécessaire pour les deux parties, si je puis dire, à partir du moment où le roi Norodom vieillissant va faire face à, disons, des tensions au sein de sa cour et dans son gouvernement. Une partie des élites cambodgiennes vont jouer le jeu, je dirais, des institutions coloniales parce qu'elles y ont un bénéfice vis-à-vis du pouvoir vieillissant du roi. Et c'est notamment le demi-frère cadet, le prince Sisovat, du roi Norodom, qui va cultiver ses contacts avec les Français du Cambodge et obtenir d'ailleurs d'eux leur assentiment lorsque, à la mort du roi Norodom en 1904, il monte sur le trône, laissant les fils du roi Sisovat sur le carreau du point de vue de la succession. Alors, bien sûr, les clichés coloniaux à propos de la famille royale du Cambodge ont la vie dure et on entend encore perceptiblement ce genre de commentaires dans ceux qui sont produits à propos des descendants de ces deux rois, le roi Norodom et le roi Sisovat, en particulier Norodom Sihanouk, dans sa relation avec les autorités françaises au moment des négociations à propos de l'indépendance du Cambodge en 1953. Néanmoins, les rapports de force vont aussi jouer en faveur de ces souverains vis-à-vis des Français qui ont tout à fait besoin d'eux. Je rappelle que la présence française dans le protectorat, elle est très limitée jusqu'à la fin de la période coloniale. Sans les élites cambodgiennes, le protectorat ne peut pas fonctionner. Oui, parce que vous avez travaillé, vous, Maria Berman, particulièrement sur ces élites cambodgiennes en situation coloniale. C'est le début du titre de votre thèse. Mathieu Guérin, c'est important de rappeler tout cela parce que pour comprendre le processus de colonisation et les formes de domination, il est bien nécessaire de distinguer ce qui se passe d'un côté avec les élites et puis le reste de la population. On peut dire que ce protectorat ou cette domination française au Cambodge réussit grâce au ralliement des élites cambodgiennes. Ah oui, très clairement. Alors après, quand on reconstruit l'histoire de la prise de contrôle du Cambodge par les Français, on se rend compte que il y a beaucoup d'incompréhension du côté français. Francine Lajournade a bien montré qu'il y a les Français ne comprennent pas comment fonctionne la royauté cambodgienne. Les rois du Cambodge sont présentés comme des despotes orientaux ayant tout pouvoir. Les sources nous montrent une réalité très différente. Et petit à petit, on a des administrateurs coloniaux français qui apprennent le khmer, qui discutent avec les dignitaires cambodgiens, avec des bonzes, qui commencent à mieux connaître le pays et qui donc peuvent plus facilement relayer des informations utiles à la fois pour le pouvoir, mais aussi pour le ministère des colonies, comprendre comment mettre en place un système de contrôle à la fois des institutions et de la population qui ne va pas heurter les Cambodgiens. Alors, ces administrateurs ont vu leur place augmenter, notamment dans les années 1880, mais au même moment, on a un retournement, puisque en Cochinchine française est établi un nouveau régime de gouverneurs généraux qui s'intéresse au Cambodge et qui tente de mettre la main sur le Cambodge, ce qui provoque une énorme révolte en 1885-1886. Cette révolte, les Français ne vont pas réussir à la circonvenir. Ils vont devoir renégocier avec le roi. Ils vont devoir renégocier avec l'administration cambodgienne et ils vont choisir des moyens moins brutaux pour essayer de contrôler le pays, notamment en intégrant, comme Marie l'a bien montré dans ses recherches, en intégrant une partie des élites dans leur propre réseau de pouvoir. Maria Berdam, on peut lire le fruit de vos recherches, alors notamment dans les collections de l'histoire, le magazine L'Histoire Cambodge d'encore au génocide Khmer Rouge, où il y a des livraisons, de vous, de Mathieu Guérin, on va retrouver ici cette construction de l'histoire du Cambodge et de ce protectorat français, mais le regard porté sur les élites, c'est aussi ça qui nous permet de saisir vraiment comment ça se construit, ce protectorat. C'est très difficile d'étudier le phénomène colonial. Comment on procède pour travailler sur cette histoire des élites? Comment vous avez travaillé, vous?
Alors, comme l'a dit Mathieu, on a la chance d'avoir conservé les archives coloniales dites d'administration au quotidien de la société cambodgienne par donc le protectorat et ses élites. Et ces archives, elles sont coloniales, leur nature, elle est tout à fait coloniale, mais elles ont permis de conserver un certain nombre des usages et des pratiques de l'administration royale cambodgienne qui était sous tutelle française. Et donc, à travers ces archives, on peut trouver différents moyens de faire le récit d'une histoire sociale qui permet de parler des élites en situation coloniale, des élites qui sont donc sous un régime colonial, mais qui ne sont pas que ça. Elles ont leur propre modèle d'organisation, et notamment, elles fonctionnent à travers des structures sociales que nous appelons réseaux de pouvoir familiaux, qui sont des structures d'entraide qui permettent aux grandes familles de gouverner au quotidien la société khmer. Et à travers, si vous voulez, cette structure sociale, si nous l'appliquons aux archives, si nous essayons d'en trouver les traces dans les archives, on arrive à reconstituer une partie des institutions sociales de ces élites à travers les archives. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer ces archives avec l'histoire orale telle qu'elle se transmet dans la société khmer jusqu'à nos jours, et notamment l'histoire familiale qui fait le récit de cette colonisation à travers différents types de références, et en particulier, moi je me suis intéressée aux récits de généalogie qui mettent en scène ces fameux dignitaires cambodgiens durant la période française. Avec la musique ici qu'on peut évoquer dans ces relations d'élite, parce que la musique aussi est un phénomène de domination, on l'a bien entendu, et une histoire de transfert culturel, un va-et-vient, et ce double regard entre la France et le Cambodge. Oui, tout à fait. Et on dit souvent que la musique est universelle. Il n'y a rien de moins vrai, en fait, puisque ce qu'elle a d'universel, c'est que tout le monde fait de la musique, mais ne la fait pas du tout de la même façon. Et c'est une des erreurs qu'ont fait ou pas, d'ailleurs, peut-être que c'était complètement volontaire, ça je vous le dirai le jour de ma soutenance, qu'ont fait les Européens quand ils arrivent, quand ils commencent à étudier des musiques qu'on va appeler rapidement de l'ailleurs, en se plaçant là vraiment dans un regard d'Européens. Des musiques qui sont faites d'une façon qu'ils ne connaissent pas, en fait. Et si je reviens au Cambodge, on est un peu plus tard dans la période, on est dans les années 20, il y a un recueil de chansons qui est fait par c'est un avocat, c'est pas vraiment un musicien, c'est un mélomane, il connaît bien la musique, et qui s'appelle Albert Tricon, et il fait un recueil de chansons cambodgiennes. Et obsession qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui écrivent sur la musique, il veut l'écrire sur une partition. Sachant que la partition est moi je dis c'est une anomalie dans la musique, j'adore les partitions, attention, mais c'est quelque chose de purement européen et telles qu'elles sont faites à cette époque, je ne dirais pas la même chose pour des partitions telles que nous les connaissons, on ne peut pas, c'est vraiment faire rentrer des ronds dans des carrés, d'essayer d'écrire des musiques qui sont, je vais pas être trop technique, mais qui sont modales, dans un système tonal. Donc ça ne marche pas. Et pour revenir à Albert Tricon, donc cet auteur qui écrit ce recueil, il y a dans sa préface quelque chose qui est presque mignon, parce qu'il dit, à un moment, il est content, il dit, ça y est, j'ai réussi à écrire une partie de la mélodie, par la mélodie des musiciens avec lesquels je travaille, avec des musiciens cambodgiens. Et puis il commence à jouer, et tout de suite, ça marche plus. Ce qu'il a écrit ne marche plus, puisqu'on est sur si je veux caricaturer un peu, on est plus sur de l'improvisation. Donc il est complètement désespéré de ne pas réussir à, encore une fois, faire rentrer des ronds dans des carrés. Mais toutefois, il écrit quand même, dans son recueil, des partitions qui sont vraiment pour le musicien de l'ordre de la comptine sur le niveau de difficulté musicale. C'est extrêmement simple, c'est première année de solfège. Donc il réduit complètement cette musique extrêmement complexe à quelque chose d'extrêmement simple,
par méconnaissance ou par volonté aussi de domination, puisque après, le discours, ça sera de dire c'est des musiques simples, en fait, ou des musiques inaudibles, voilà. Ah oui, on retrouve ici, à travers la musique, ces formes de domination et la volonté de mettre par écrit une musique qui ne peut pas être mise par écrit, avec de grands noms quand même, Debussy et de la partie. Alors, Debussy a plus écouté, c'est plus les musiques javanaises qui l'auraient inspiré. Mais effectivement, il y a André Jolivet, on a une mesure de musique cambodgienne qu'a retranscrite André Jolivet en 1931 quand il va à l'exposition coloniale. Et effectivement, là, on revient en Europe et là, on est vraiment sur de l'histoire, plus de l'histoire de la musique. On est dans des périodes de grands bouleversements dans l'histoire de la musique, de grands questionnements et de réinvention aussi. On cherche des nouvelles formes, des nouvelles inspirations. On va chercher dans la musique ancienne, on va chercher la présence des expositions coloniales universelles fait qu'on entend des sons de l'ailleurs. Que effectivement Claude Debussy va beaucoup s'inspirer de ça, et Claude Debussy est une figure absolument charnière dans la musique française et même je vais même dire dans la musique européenne. Donc il y a qu'est-ce qui est de l'inspiration ou de l'appropriation? Aujourd'hui, on aura vraiment tendance à dire que c'est de l'appropriation, en fait, de l'appropriation culturelle. Avec, dans cette histoire-là, toujours en toile de fond et plutôt qu'en bande-son, le même mot qui revient sans cesse, c'est la mission française, mission civilisatrice. Cambodgiens, Laotiens et surtout Vietnamiens sont des peuples prolifiques, animés les uns et les autres, quelle que soit leur religion propre, du désir d'assurer largement leur descendance. L'action de la France, qu'elle se soit attachée à rétablir la paix ou à lutter contre les endémies, ne pouvait que favoriser considérablement l'accroissement de la population indo-chinoise, dont on peut dire qu'elle a triplé depuis notre établissement dans ce pays. La tâche la plus urgente consistait donc à domestiquer la nature pour permettre à un sol trop exigu de nourrir ses nombreux enfants. La pénétration dans l'ouest cochin chinois offre un exemple de l'ampleur des créations françaises. En 60 ans en Cochinchine, plus de 2 millions d'hectares de terrain propres à la culture ont été transformés en rizières. Simultanément, dans le delta tonkinois, un vaste programme de modernisation et de renforcement des digues de protection était achevé. Un système de surveillance de tous les instants, destiné à prévenir et à détourner les terribles crues du fleuve Rouge, était mis au point. Enfin préservé de ce fléau, le paysan tonkinois obtint de sa terre des rendements inespérés. Ainsi, un total de 5 millions d'hectares supplémentaires avait été mis par la France à la disposition du paysan indo-chinois. Dans les années qui précédèrent la guerre, l'Indochine était devenue le second pays exportateur de riz du monde. En 1951, dans l'émission Paris vous parle, on entend bien que c'est Paris qui parle, il n'y a pas de problème, il y a la mission civilisatrice de la France. Quel beau travail accompli. Mathieu Guérin, cette histoire-là, c'est une histoire des campagnes aussi. Et là, on l'a entendu, par la fierté véhiculée de manière radiophonique en 1951, il y a tout un intérêt porté sur les campagnes cambodgiennes. Alors, quand on regarde les campagnes, on regarde la majorité des habitants du Cambodge sous protectorat. Il y a effectivement un discours de mise en valeur économique, de mission civilisatrice qui est porté par le colonisateur. Et quand on regarde les archives à la fois françaises et cambodgiennes, on voit qu'il y a un écart entre ce discours et la réalité sur le terrain. Alors, cette mission civilisatrice, elle s'est développée sur plusieurs axes. D'abord, ça a été au niveau économique, la construction de routes de pénétration, ce qui ont permis effectivement de faciliter les échanges entre l'intérieur du pays et Phnom Penh et ensuite Saigon et donc l'export vers le reste de l'Asie. Il y a la mise en place des plantations d'EVA dans les années 1920. Donc là, vraiment une culture, Daniel Emery parlait d'usines agro-industrielles, qui représente l'apothéose de la modernité à l'époque de l'agriculture, qui est destinée à l'exportation, mais qui en fait ne touche qu'une toute petite partie de la population. Pour l'essentiel des paysans cambodgiens, on voit peu d'évolution dans les méthodes culturelles, on voit peu d'évolution dans les produits ou dans le stockage. Donc il y a toujours une assez grande fragilité par rapport aux événements climatiques ou autres.
Je dirais que la réforme qui a été imposée par les Français, qui a eu le plus d'impact, le plus de conséquences au Cambodge, ça a été l'abolition de l'esclavage. Alors, il y avait des modes d'esclavage ou de dépendance extrême des populations qui existaient au Cambodge, avec beaucoup de modalités différentes que les Français n'ont pas toujours voulu voir. Et ça a heurté les Français, notamment à partir de l'émergence de la Troisième République, et donc l'idée que la France se devait de libérer les Cambodgiens. Et donc, on a plusieurs séries d'abolition de l'esclavage en 1877, en 1884, mais elle n'est réellement appliquée qu'en 1897 lorsque les Français prennent le contrôle de l'administration du Cambodge. Et là, ils décident d'abolir l'esclavage sans réaliser ce que ça veut dire pour à la fois les gens qui sont les maîtres des esclaves et pour les esclaves en eux-mêmes. En gros, on a 3 catégories d'esclaves que l'on voit dans les sources. Une première qui représente que quelques centaines de personnes qui sont réellement des esclaves marchandises, des gens qu'on achète sur le marché, qui sont ensuite au service de leur maître et qui peuvent être revendus. Et qui viennent en général des hautes terres entre Cambodge, Vietnam et Laos, qui sont jamais des Khmers, et voilà, qui ont été radiés dans leur village. Et ça, c'est une toute petite partie de cette population. La deuxième, ce sont ce qu'on appelle en khmer les neknir, donc les gens, les corvéables, ce serait probablement la meilleure traduction. Ce sont des gens qui sont mis au service du roi ou des pagodes et qui doivent un service gratuit aux souverains, aux mandarins ou aux pagodes, parce que leurs ancêtres ou eux-mêmes ont été coupables de rébellion ou d'atteinte à l'autorité du roi. Et c'est une condition héréditaire. Pour autant, ces gens sont, lorsqu'ils ne réalisent pas le service de haut souverain, sont libres de faire ce qu'ils veulent dans leur village. Ils sont sous le contrôle de mandarins, mais c'est pas des esclaves de particuliers. Et enfin, la dernière catégorie, qui est probablement la plus nombreuse, ce sont en khmer les knyamke, donc qu'on pourrait traduire par serviteurs d'un autre, qui sont des engagés pour dette, des gens qui ont emprunté de l'argent ou qui ont été condamnés par voie de justice et dont le travail ne fait que payer les intérêts de la dette qu'ils ont par rapport à leur maître. Donc c'est une condition dont il est difficile de sortir. On peut en sortir par les aubaines ou parce que le maître décide de vous libérer, notamment à sa mort. Mais donc on a des situations de dépendance extrême. Et lorsque les Français essaient d'abolir l'esclavage, ils se trouvent confrontés à la réalité de ces conditions sociales. Et ce qui s'est passé, c'est que globalement, ces gens qui étaient au service de maître, en étant libérés, ont aussi perdu la domination du maître, mais aussi la protection qu'apportait le maître. Et notamment le fait qu'il devait nourrir et habiller ses knyom, ses serviteurs. Et dans ce qu'on voit apparaître à partir du début du XXe siècle, c'est un prolétariat rural qui doit mettre ses bras au service des propriétaires de terrain, plus ou moins grands, et dont la survie socio-économique reste extrêmement fragile. D'autant plus qu'à la même époque, les Français criminalisent le vagabondage, sur le modèle du Code pénal français. Et donc on a ce qu'on voit émerger, alors que les Français avaient aboli l'esclavage avec l'idée de créer une société de paysans propriétaires exploitant leurs terres avec leur famille, l'idéal de la France rurale du XIXe siècle. Ce qu'on voit, c'est beaucoup de propriétaires moyens qui effectivement exploitent leurs terres, mais aussi entre 25 et 30% des habitants des campagnes qui relèvent du prolétariat rural, qui sont des manœuvriers et dont la vie est extrêmement dure. Mathieu Guérin nous explique là ici comment ce protectorat français chamboule l'existence des Cambodgiens, des Cambodgiennes. Marie Aberdam, qu'en est-il pour les élites ? C'est un monde complètement bouleversé avec la colonisation ?
Alors, complètement bouleversé, je ne dirais pas ça comme ça, mais si on prend la suite de ce que nous expliquait Mathieu, à partir du moment où vous avez une monétarisation croissante de l'économie, les élites vont devoir s'adapter à de nouvelles références, à de nouveaux modèles, et en particulier dans leur relation avec les populations et les paysans en particulier, elles vont transformer leurs usages et elles vont en particulier restreindre leurs interactions sociales face à la crise, face aux difficultés démultipliées d'existence. Vous avez une forme de contraction des relations sociales qui va aggraver les phénomènes en particulier de prédation. Alors les maîtres des esclaves, les maîtres de réseaux qui interagissaient avec leurs esclaves, avec leurs réseaux et faisaient circuler le bénéfice des dons contre dons, vont avoir tendance à avoir des pratiques de plus en plus prédatrices en fait sur les ressources parce que il faut de plus en plus d'argent pour vivre tout simplement. Les soldes deviennent extrêmement importantes pour les ministres dans l'administration alors que le roi du Cambodge ne fournissait pas de salaire. L'économie était très peu monétarisée jusqu'aux années 1870 et vous avez tout un phénomène de marché de la faveur qui se met en place dont sont exclus la plus grande partie des Cambodgiens, mais qui va amener donc les élites à produire ce que les Français appellent de la corruption à très grande échelle, par contre au sein de l'administration. Donc vous avez des phénomènes de tension très fortes qui se donnent à voir entre toutes ces élites qui se partagent un pouvoir social tout à fait conséquent, mais qui ont de plus en plus de difficultés à financer leur train de vie et à mettre en scène leur pouvoir social aux yeux de la population. En particulier, les princes de la famille royale, les princesses de la famille royale, sont amenés à entrer en conflit les uns avec les autres pour justement le partage de leur clientèle, le partage de leurs ressources sociales. Avec en 1863, on l'a dit, ce protectorat entre la France et le Cambodge, enfin de la France sur le Cambodge, enfin c'est la colonisation qui apparaît dès lors. 1887, c'est la création de l'Union indochinoise. Donc c'est quoi ce regroupement? On a le Vietnam, le Laos, le Cambodge qui sont regroupés. On pourra rajouter la Cochinchine aussi. C'est un regroupement. Donc le Cambodge existe toujours dans cette entité-là. Tout à fait. Alors il y a le projet, si vous voulez, c'est de faire un ensemble territorial qui permette d'administrer ces territoires qui sont assimilés dans une administration impériale commune, mais qui restent distincts les uns des autres, à la fois pour la France divisée pour mieux régner. On partage par exemple l'empire du Vietnam en 3 entités territoriales, mais réduire les coûts d'administration tout simplement et permettre en particulier la circulation des fonctionnaires à l'échelle de ces territoires. Alors 1887, création de l'Union, 1897, création formellement des protectorats puis du protectorat sur ce qui va s'appeler le Laos et à échelle du Cambodge, on peut dire 1905, finalisation du projet impérial, fonctionnement, je dirais, standard de l'administration coloniale, le cadre des résidences français. France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Fleur de Vientiane, composée par Norodom Sihanouk, qui, alors plus tard, est roi du Cambodge, mais on a ici l'exemple d'un prince, compositeur. La musique est produite ici par les élites. C'est intéressant toujours de voir comment la culture fait partie aussi de la formation des élites. Oui, et alors nous, ça nous paraît un peu bizarre d'avoir un roi qui, alors on parle de Norodom Sihanouk, qui a fait du cinéma, qui a fait de la musique, qui a composé, qui a fait énormément de chansons, tout à peu près à la gloire de son épouse ou à la gloire du Cambodge. Donc nous, ça nous paraît étrange, mais c'est pas si étrange que ça, d'autant qu'on a la musique est très très présente au Cambodge. Et Sihanouk a bien compris aussi que nous, ça nous paraissait un petit peu bizarre parce qu'il va le dire, mais alors tout le temps, quand il devient roi et qu'il doit parler de son amitié profonde avec la France, il dit oui, et puis il y a la culture qui est importante. Moi, je suis musicien, mon père était musicien, nous sommes saxophonistes, et il met le saxophone en avant. Le saxophone qui, cela ne vous aura pas échappé, n'est pas un instrument cambodgien à l'origine, mais bien un instrument du 19e siècle, inventé par Adolphe Sax, dans une période où on réforme beaucoup les musiques militaires. Et comme exemple de circulation assez évident, il y a effectivement les musiques militaires qui vont arriver au moment dans tous les processus coloniaux et dans un processus militaire. Et là, on parle de musique militaire récréative, c'est-à-dire pas de musique militaire qui sert à en donner des ordres. Donc les instruments en cuivre, et là pour une fois je vais mettre le saxophone dans les instruments en cuivre, et les spécialistes d'organologie ne m'en voudront pas. Les instruments en cuivre vont beaucoup être très très présents en fait dans toute. Là, on peut même parler de l'Indochine. On trouve on a des photos de musiciens. Il y a un orchestre du roi qui est composé uniquement de cuivre et qui va perdurer même jusqu'à l'indépendance. Et je me suis un petit peu perdue dans mon propos. Je ne sais plus quelle était votre question, Xavier. Mais parce que vous nous disiez, Francine Lajournal-Boss, que cette musique cambodgienne est faite d'improvisation, beaucoup. Oui. Et donc, dès lors, vous illustrez cette musique cambodgienne avec cette figure de Norodom Sihanouk, qui est important dans notre histoire, parce que vous l'avez bien dit, personnage singulier aussi, qui sait jouer de son image et qui impose une forme de royauté avec une arrivée au pouvoir particulière de Norodom Sihanouk. D'ailleurs, on peut rappeler comment il arrive au pouvoir. Et alors, juste pour pas avant de dire comment il arrive au pouvoir, et ça je laisserai Marie nous en parler, justement pour revenir à la musique, vous parliez de musique improvisée, je vous parlais aussi de musique, de la différence entre les musiques d'Europe et du Cambodge. Et Sihanouk, justement, va essayer de faire la synthèse. Et il exprime, mais très clairement en disant on va construire une nouvelle nation, on va aller prendre pour les arts. On va pas faire ce qu'ont fait les Japonais qui ont vendu leur âme à l'Occident. Il le dit un peu dans ces termes, très clairement. Il dit on va nous aller prendre au pays qui nous inspire ce qu'on trouve de mieux. Donc le cinéma, ça sera l'Inde. La musique, ça sera la France et la Russie. Et on va construire une musique moderne cambodgienne qui va être à la fois très cambodgienne et très moderne car inspirée d'eux. Avec cette identité, cette identification cambodgienne. Sihanouk. Alors Sihanouk, c'est le parfait exemple de ce que sont les élites cambodgiennes, disons à la fin de la période coloniale. Norodom Sihanouk, il monte sur le trône dans un contexte extrêmement tendu, celui de la Seconde Guerre mondiale, qui va rebattre toutes les cartes de la colonisation française en Indochine. Et de jeunes premiers lycéens
je nomme que la France de Vichy en Indochine veut manipuler pour assurer la continuité de la présence française malgré la Seconde Guerre mondiale en Indochine, eh bien, il va le devenir l'une des figures du nationalisme khmer au début des années 50. Donc, c'est quelqu'un qui, à la fois, est capable d'exercer sur les élites françaises une véritable fascination parce qu'il a une culture française, francophile, francophone extrêmement solide, comme tous les hommes de son groupe social et de sa génération, et qui en même temps est un pur produit du Cambodge, dans le sens où il va devenir maître jeu politique du point de vue des élites cambodgiennes, en maîtrisant ces fameux réseaux de pouvoir pour se maintenir à la tête d'un État qui voit des idées politiques diverses et variées, républicaines, démocratiques, se développer au cours des années 50, qui remettent en question le pouvoir de la royauté. Il va néanmoins réussir, Norodom Sihanouk, à rester le chef de l'État jusqu'en 1970. Oui, parce que c'est vraiment une figure étonnante. Il arrive au pouvoir en 1941 avec le soutien du régime du maréchal Pétain. On est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Mathieu Guérin, ce personnage-là est un peu aussi le reflet de toute la réflexion qu'on peut avoir sur ce système colonial un peu complexe, avec le ralliement d'une partie des élites, avec ce jeu depuis la France pour s'appuyer sur les uns contre les autres, diviser. Et lui aussi, il joue de cela. Il divise, il s'amuse à regarder d'un côté, à regarder de l'autre. Alors, je pense pas qu'il s'amuse. Je pense que... Ouais, je l'ai senti que mon mot était mal choisi, en fait, en le disant. Chez Sihanouk, effectivement, il va jouer sur les différentes factions et pour... la question des réseaux au Cambodge est extrêmement importante. On ne peut pas, même le souverain ne peut pas se maintenir au pouvoir sans s'appuyer sur des réseaux d'hommes liges qui vont le soutenir, lui venir en aide lorsqu'il en a besoin et qui vont être l'extension de son pouvoir dans tous les coins du pays. Et Sihanouk a effectivement assez rapidement réussi à construire des réseaux, à faire en sorte que les réseaux concurrents se tapent dessus plutôt que contre lui. En créant le Sangkum Resniyum dans les années 50, il a essayé d'agglomérer l'ensemble des forces politiques du Cambodge, ce qui ne réussit évidemment pas à faire, que de manière très superficielle. Les gens dont je vous disais, qui sont dans les campagnes, les laissés pour compte, vont être assez facilement récupérés par le mouvement communiste qui, à ce moment-là, émerge dans les années 50 et 60 et vont constituer la base de ce qui va être le mouvement Khmer Rouge qui finalement prend le pouvoir dans les années 70. Il y a d'autres mouvements, des mouvements plus proches des États-Unis, ou au contraire plus progressistes, dans le sens ils vont chercher une libéralisation de la femme, qui vont voilà. Donc Sihanouk, lui, a ce côté assez étonnant d'arriver à jouer des différents courants et d'essayer de les maîtriser, mais ce qu'il n'a pas réussi à faire in fine. Oui, ce qu'il n'a pas réussi à faire in fine, avec toujours l'importance de contextualiser, parce que c'est pas du tout la même chose en 1941, alors que c'est la guerre mondiale et que c'est Pétain qui est au pouvoir, alors que quelques années plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, le contexte a complètement changé. Déclaration de Sihanouk en 1946. Au cours de ce voyage en France, qui nous a permis de recevoir personnellement des plus hautes autorités du gouvernement de la République, des assurances formelles quant à la générosité de la politique que la France entend suivre à l'égard de notre nation, c'est avec la plus sincère émotion que nous avons enregistré les promesses qui nous ont été faites au sujet de la restauration de l'intégrité territoriale du royaume khmer injustement mutilé.
Marie Aberdam, cette intégrité territoriale du royaume khmer évoqué ici en 1946, c'est une finalité, c'est un mouvement qu'on oublie bien souvent, ces processus pour l'indépendance débutent, mais j'ai presque envie de dire le jour de la colonisation. Ils sont très très longs et souvent dissimulés, mais ils sont toujours là, présents. L'idée c'est ça, c'est d'avoir un Cambodge indépendant. La question c'est indépendant de quoi ? De la France, c'est une chose, mais il y a toujours les voisins. Alors, c'est l'un des enjeux de la signature du traité de protectorat, tout simplement en 1863. Le roi Norodom et le roi Sisovat, ensuite après lui, espèrent bien que la France va soutenir la question de l'intégrité territoriale du Cambodge, qui, en 1863, ou les moments où les Français arrivent dans cette histoire, est amputée d'une très grande partie de ses territoires historiques, au nord, à l'ouest et au sud du Cambodge, parce que le Siam et le Vietnam se sont appropriés ces provinces. Alors, les accords avec le Siam qui sont signés par la France vont permettre en 1908 au Cambodge de récupérer une grande partie du nord et de l'ouest. Par contre, les territoires qui étaient anciennement sous souveraineté du roi du Cambodge au sud du Cambodge, dans ce qui est aujourd'hui le delta du Mékong, vont être définitivement appropriés par le Vietnam. La vraie question qui se pose à l'indépendance du Cambodge, c'est d'assurer ces frontières cambodgiennes nées à la période coloniale et de les faire reconnaître à la fois par la Nouvelle-Thaïlande, par le Laos et par le Vietnam, au moment même où la France quitte l'Asie du Sud-Est, prévoit de la quitter et que les différents États sont en guerre contre la France, alors à des échelles d'intensité différentes en fonction des territoires. À quel moment, Mathieu Guérin, on peut dire que le Cambodge se débarrasse de cette domination française ? Parce qu'on sait bien, le contexte vient d'être rappelé, il y a la guerre en Indochine. Il y a eu la croisade pour l'indépendance du roi Sihanouk en 1953 qui lui a permis d'obtenir des soutiens à l'étranger et donc de faire reconnaître de manière formelle l'indépendance du Cambodge en novembre 1953. Mais c'est essentiellement les accords de Genève qui suivent, qui mettent fin à la guerre d'Indochine, qui permettent, comme Marie l'a bien indiqué, de garantir la sécurité et les frontières du Cambodge dans ses frontières coloniales. Alors, ce qui est à la fois rassurant pour le Cambodge, parce que les territoires qui ont été repris, notamment la région d'Angkor et la province de Battambang, sont reconnus comme appartenant au Cambodge, mais il y a toujours, et ça reste jusqu'à aujourd'hui, un motif de mécontentement par rapport au protectorat français, le fait que des territoires qui étaient considérés comme étant khmer dans le delta du Mékong sont devenus vietnamiens. Et là, le Cambodge doit les abandonner. Avec, pour terminer, Francine, la journée de Bosque pour diffuser la musique, évidemment, c'est la radio, sauf que voilà, les Français s'en vont et en 1955, Radio France Asie s'éteint. Et maintenant, c'est fini. Dans quelques temps, les antennes de Radio France Asie que vous aviez l'habitude d'écouter cesseront de vibrer. On ne vit pas sur des souvenirs, je souhaiterais cependant que celui de Radio France Asie reste dans vos cœurs aussi vivant qu'il le sera dans le nôtre. Ce n'est pas sans un serment de cœur que nous ferons taire cette voix de la France en Extrême-Orient, faisant ainsi disparaître, après tant d'autres dans ce pays, l'un des éléments de la présence française. Je voudrais que tous ensemble, nous ici et vous qui nous écoutez, soit à Saigon, soit à l'intérieur du pays, perdu dans les rizières, la brousse ou la montagne, vous vous joignez à nous pour un dernier chant des adieux. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Bah oui, ce n'est qu'un au revoir qu'on entend sur Radio France Asie. Hop, la radio est coupée. Francine, la journée de Bosque, on va pas parler de l'influence française après l'indépendance. Ce serait le sujet d'une autre émission. Juste pour terminer, on peut dire qu'on n'a jamais vraiment compris cette musique-là.
en fait. On a essayé de la comprendre, mais le regard de l'historienne nous permet aussi de voir combien cette musique a été instrumentalisée et en partie méprisée aussi, vous l'avez dit. Oui, complètement. Oui, je ne sais pas si on l'a jamais comprise, je ne sais pas si on a essayé de la comprendre ou d'en faire autre chose. Ça serait presque une question pour l'émission suivante sur la philosophie, là. On demandera à Géraldine Mühlmann. Mais voilà, mais quand même sur l'archive que vous avez, très rapidement sur l'archive que vous venez de diffuser aux accentrés giscardiens, ça ne veut pas dire que la radio s'arrête complètement et il va y avoir justement la radio va être quelque chose de très très important aux premières heures de l'indépendance au Cambodge et dans les années 60. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir présenté ce Cambodge colonisé, parce que c'est difficile d'étudier à la fois politiquement et puis culturellement, socialement, l'importance de cette domination. Marie Aberdam, et on vous retrouve dans les collections de l'histoire Cambodge d'Encore au génocide Khmer Rouge. Et Mathieu Guérin, merci vivement à vous. À l'ombre du palmier à sucre, les campagnes cambodgiennes sous protectorat français. C'est édité par l'École française d'Extrême-Orient. Et merci de nous avoir appelés depuis Singapour, où vous êtes en mission. Et merci à vous, Francine Lajournal-Bosc, et bon courage pour terminer votre thèse. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, Khmer Rouge, de l'idéologie au centre de mise à mort. Ils sont organisés depuis 1954 au sein du Parti du peuple khmer. Ils étendent sans cesse leur influence. On les appelle les Khmer Rouges. La rue devient chaque jour plus hostile au prince, qui est renversé par le général Lon Nol pendant son absence, en 1970. Dans le cours de l'histoire, cette histoire cambodgienne est à retrouver dans les collections de l'histoire Cambodge d'Encore au génocide Khmer Rouge. Bonjour Valérie Hanin. Bonjour Xavier. Rédactrice en chef du magazine L'Histoire, avec pour le numéro que j'ai sous les yeux, Haïti, la révolution des esclaves, et en titre de votre éditorial, Crime d'indifférence. Très joli titre. Merci beaucoup Xavier. Oui, c'est un crime d'indifférence parce que c'est une histoire qui a été quand même très très largement oubliée. Il est beaucoup question de Haïti ce printemps et ça n'est que justice parce que c'est une autre histoire coloniale, plus ancienne, mais une histoire largement occultée, pourtant exceptionnelle à beaucoup d'égards. Je dirais à 3 égards au moins. D'abord, c'est la première Haïti, sous le nom de Saint-Domingue, est une des premières colonies françaises sous Louis XIV. C'est même le fleuron de premier empire colonial français. C'est une île à sucre extrêmement prospère, la pièce maîtresse du système de plantation, qui produit du sucre, mais aussi de l'indigo, du café, qui fait la richesse de Nantes et de Bordeaux, à un prix humain absolument exorbitant. Il y a 500 000 esclaves à Saint-Domingue à la veille de la Révolution, 90% de la population, 80% des esclaves qui arrivent français sur des bateaux français à Saint-Domingue qui arrivent, disons, dans les Caraïbes, arrivent à Saint-Domingue. Et 1 sur 3, imaginez, meurt avant la première année. C'est évidemment une histoire qui a été largement oubliée, notamment parce qu'il y a un deuxième point, c'est l'histoire révolutionnaire. C'est pas du tout un hasard, c'est pas du tout une exception s'il y a une révolte d'esclaves à Saint-Domingue, 1791, on connaît l'histoire, Toussaint l'ouverture, sauf que c'est la seule fois qu'une colonie avec des esclaves, se sont libérés absolument massivement et seuls par les armes. En 1791, la révolte dégénère ou se transforme, disons, en révolution. Toussaint l'ouverture va devenir gouverneur de l'île, d'une île réunifiée. La première abolition de l'esclavage se fait là en 1793 et un autre avenir était possible dans les Caraïbes avec des anciens esclaves qui étaient devenus les maîtres de l'île. Sauf que 1802, Bonaparte rétablit l'esclavage. Et les armées qui vont arriver dans l'île pour reprendre le contrôle de l'île en 1803 vont évidemment déporter Toussaint l'ouverture, mais incroyable chose, vont se faire battre par une armée de fortune et en 1804, Haïti se libère, Dessalines proclame l'indépendance de l'île et c'est la première
république noire. Alors, on raconte tout ça dans le dossier, mais on raconte surtout on raconte aussi ce dont il est beaucoup question ce printemps, c'est le 3e acte. La chose aussi largement oubliée, Charles X qui arrive au pouvoir en 1825, malgré les revendications des colons, accorde par une ordonnance le 17 avril l'indépendance à l'île, mais lui impose une indemnité. Une indemnité, c'était pas exceptionnel non plus au siècle du propriétarisme triomphant. Sauf que c'est la seule fois là aussi où on a fait payer des anciens esclaves pour indemniser des colons. Et on leur a imposé, pour payer la première échéance, d'emprunter sur le marché français des sommes, alors 150 millions de francs pour l'indemnité, plus l'emprunt. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de la double dette. On a essayé de faire un schéma pour vous plaire. Oui, mais il est clair. Pour comprendre cette chose assez compliquée, ce montage financier assez compliqué, mais qui a évidemment pesé sur le destin de l'île, parce que ça a duré très longtemps. On a réaménagé, on a rééchelonné, mais on n'a jamais fait grâce. Et encore en 1914, Haïti, indépendante, paye les 2 tiers du budget de Haïti sont consacrés au service de la dette. Alors, cette histoire-là, évidemment, les historiens la connaissent depuis longtemps, des deux côtés, en France, si je puis dire, des deux côtés, en France et à Haïti. Beaucoup de gens ont travaillé, mais du point de vue du grand public, c'est une histoire qui a été largement oubliée. La sortie du silence se fait depuis une 20aine d'années. Il y a eu un article retentissant dans le New York Times, et cette année, peut-être, Emmanuel Macron a créé une commission mixte. Peut-être, enfin, on va regarder se passer en face. Voilà, et en attendant, on lit le magazine d'histoire Haïti, la révolution des esclaves, Charles X, 1824-1825, c'est l'ordonnance pour, qui reconnaît l'indépendance d'Haïti avec ce coup de poignard terrifiant sur un temps très long. Merci beaucoup Valérie Hanin, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boek à la technique Alex Dang, émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Clémentine Ducasse, Maël Vincent Randonnier et Maïwen Guizou. Émission à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.